Jeudi 7 mars, en manchette, revitalisation des Plaines-le-Breton, la CCN consultera le public. Manifestation à Ottawa, des parents d'enfants autistes déçus par le gouvernement. Les Jeux du Québec, l'Outaouais ne cesse pas de surprendre. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Corinne Viau. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. La Commission de la capitale nationale a annoncé la relance du projet des Plaines-le-Breton. Le nouveau processus s'appuiera tout d'abord sur des consultations auprès du public et viserait à être plus créatif. Le reportage de Noémie Rondeau. La Commission de la capitale nationale entreprend l'élaboration d'un tout nouveau plan conceptuel qui ne dépendra pas d'un futur déménagement des sénateurs au centre-ville d'Ottawa. Le réaménagement des Plaines-le-Breton, ancré par le Musée canadien de la guerre, la rivière des Outaouais et la future bibliothèque centrale d'Ottawa, envisage d'ailleurs une stratégie de transaction immobilière flexible, ce qui favoriserait la concurrence et permettrait de bénéficier de l'ensemble des possibilités offertes. Le premier dirigeant de la CCN indique qu'aucune option n'est mise de côté. On va être totalement flexible, on va voir ce que l'industrie dit à propos que fait du sens pour les parties différentes. Et puis, autre option qu'on ne peut pas accepter, ça c'est un processus de consultation, de penser un peu. La Commission de la capitale nationale sollicitera les idées et les commentaires du public, de la nation algonquine, des parties prenantes, de la communauté avoisinante ainsi que de la ville d'Ottawa. Une étape cruciale avant la commercialisation afin de profiter des conditions du marché et de nouvelles idées qui surviendront en cours de route. Il faut parler avec les gens, avec le public, etc. pour savoir si ça c'est quelque chose pour lequel il y a d'intérêt. La CCN explique qu'elle veut absolument réduire les délais pour les prochaines étapes à venir. On voit que peut-être il faut avoir un sens de timeline qui est un peu plus étroit, serré. Les consultations avec les communautés et le public commenceront dès juin 2019, une étape importante en vue de l'approbation de la mise à jour du plan conceptuel des Plaines-le-Breton qui est prévu pour novembre 2019. Noémie Rondeau, La Cité, Ottawa. Des parents d'enfants atteints du spectre de l'autisme se sont réunis cet avant-midi devant le bureau de la députée provinciale Lisa MacLeod à Nepean. Cette manifestation fait suite à la décision du gouvernement ontarien de changer le programme provincial en matière d'autisme. Camille Larocque est allée les rencontrer. This is my son, Paul Taylor Jr. He's been receiving IBI-ABA therapy successfully for over 4 years now. Voici le père de Paul Taylor Jr. Son fils de 8 ans est atteint du spectre de l'autisme et vient tout juste de commencer à parler grâce à la thérapie. Mais avec la réforme du programme en matière d'autisme du gouvernement Ford, Paul Taylor Sr. ne pourra plus aborder les coûts de la thérapie de son fils. Avec cette nouvelle réforme, les enfants de 6 ans et plus recevront 5 000 $ par an jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais les coûts d'une thérapie intensive peuvent s'élever jusqu'à 80 000 $. Paul Taylor Sr. trouve que cette réforme est injuste envers son enfant. My child's 8 years old, has been successfully doing therapy for 4 years now. Because he's 8, he's going to qualify for the cutoff at 6. It's just not fair. We're here to protest that. I'm here to be a voice for my son who doesn't have a voice for himself. Our kids deserve better. Our kids deserve better. Les parents de ces enfants autistes sont déçus de la réforme annoncée par le gouvernement ontarien. Under this new program, my son, who requires full-time care and therapy at a cost of $80,000 a year, is now going to get less than $500. That's woefully inadequate. We as individuals cannot pay $80,000, and we pay taxes, and we should have services too. Disappointed in our government because of the lack of transparency, because of the program is not equitable for our families and the children, and it's not based on needs, and it's discriminatory. On avait l'impression que le système qui s'en venait était une amélioration. On avait réussi à convaincre le gouvernement précédent de repenser leur système. Donc j'avais l'espoir que le système commençait à s'améliorer. On est juste vraiment déçus, vraiment inquiets pour le futur de nos enfants. L'appui de la communauté est apprécié par ceux qui se sont déplacés pour protester. Ces parents manifestent pour faire comprendre au gouvernement Ford que le bien-être de leurs enfants n'a pas de prix. Camille Larocque pour le Collège La Cité, à Nepean.
Le procès pour homicide involontaire du policier Daniel Montion s'est poursuivi aujourd'hui au Palais de justice d'Ottawa. 24 heures après que le juge ait accepté de rendre publique une vidéo incriminante, de nouvelles preuves ont été déposées par la Couronne. On en parle avec Jean-Simon Millette, qui est au Palais de justice d'Ottawa. Alors, Jean-Simon, un autre témoin a présenté sa version des faits aujourd'hui. Oui, Corinne. Donc, la Couronne qui a fait appel à un autre témoin aujourd'hui. Il s'agit de Nimo Ali, une jeune femme qui habitait au 55 rue Hilda lors de l'incident le 24 juillet 2016. La Couronne a aussi présenté 3 nouvelles preuves vidéo aujourd'hui, des vidéos, une longue et 2 courtes, qui montrent l'incident en détail. Ces vidéos ont été prises par Mme Ali elle-même depuis son balcon du 4e étage du bâtiment. Donc, les vidéos montrent la victime, Abdi Rahman Abdi, allongé au sol, menotté dans une mare de sang. L'accusé est par-dessus M. Abdi et continue de l'immobiliser. Donc, sur les vidéos, on peut entendre Mme Ali dire « Mais où est l'ambulance? Il va mourir au bout de son sang, aidez-le. Il a des troubles mentaux, pourquoi vous lui faites ça? » Il y a une autre vidéo aussi qui montre l'accusé, M. Montion, en discussion avec les ambulanciers. Puis on voit aussi des ambulanciers effectuer des procédures de réanimation sur M. Abdi. Donc il s'agit de preuves qui, à première vue, semblent corroborer avec la vidéo qui a été rendue publique hier par le juge. Donc ces vidéos ont aussi semé l'émoi des proches de la victime qui étaient rassemblés dans la salle d'audience. Mme Ali elle-même a dû prendre quelques minutes pour essuyer ses larmes et retrouver ses esprits, avant de pouvoir poursuivre la séance. Et par ailleurs, il y a aussi le juge qui a indiqué qu'il a beaucoup réfléchi à la suite du dépôt de ces preuves vidéo et semble indiquer en fait qu'il penche déjà d'un côté de la balance quant à un verdict final. Il a aussi indiqué qu'il allait prendre du temps dans les prochains jours pour discuter avec les avocats de la Couronne et les avocats de la défense afin d'en venir à une entente, à un jugement final dans les prochaines semaines. Malgré tout, il indique que le procès pourrait s'étendre jusqu'à la mi-avril. Merci beaucoup, Jean-Simon, pour ces précisions. Je vous en prie. Une femme blessée au genou lors de l'accident de Westboro où un autobus est entré en collision avec l'abribus d'une station, faisant ainsi 3 morts, poursuit la Ville, la province, OC Transpo et la chauffeuse impliquée pour 6,5 millions de dollars. L'Inelis demande notamment 325 000 $ en dommages pour ses souffrances, 2 millions de dollars pour perte de revenus passés et futurs et 4 millions pour les coûts liés à ses traitements. Elle explique aussi dans sa plainte qu'elle aurait souffert de traumatismes psychologiques, principalement parce qu'elle aurait vu mourir son amie assise à côté d'elle durant l'accident. La plainte indique qu'elle souffre d'un choc nerveux, d'insomnie et de syndrome de stress post-traumatique. C'était aujourd'hui l'élection des nouveaux membres de l'association étudiante au Collège de la Cité. Lors d'une assemblée générale, les résultats ont été annoncés. Caleb Adedje a remporté la présidence de l'association pour l'année 2019. Un reportage de Charles-Antoine Côté. L'Assemblée générale est levée au Collège de la Cité pour décider l'issue de cette élection qui a été entamée il y a 2 semaines. Les étudiants du collège ont élu les nouveaux membres de l'association étudiante. Au total, c'est près de 800 étudiants qui se sont prononcés sur le sort de cette élection, ce qui représente un taux de participation de 18 %, un record pour le collège qui enregistre un taux de participation d'environ 13 % habituellement. Cela remplit de joie le directeur général de l'association étudiante, Louis-Philippe Coutubi. Oui, on est vraiment content qu'il y ait eu une aussi bonne participation. Je crois qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par l'ancien conseil d'administration pour solliciter des candidatures. Le nouveau président de l'association étudiante, le voici, Caleb Adedje, l'ancien vice-président de l'association étudiante. Il l'a remporté face à son adversaire, Stéphanie Rochon, avec plus de 60 % des voix. Pour moi, c'est une fierté, une satisfaction que les étudiants m'aient choisi comme président de l'association étudiante. Ça montre une certaine confiance et je suis déterminé pour faire ce qu'il faut pour satisfaire cette confiance qui m'a été dédiée. Briser les tabous en santé mentale et viser une meilleure intégration pour les étudiants qui viennent d'arriver, voilà les nouveaux défis de l'administration de l'association étudiante. Mais pour la présidente sortante, Frédéric Beaune-Séguin, c'est un défi que la nouvelle administration sera en mesure de relever.
Donc, c'est sûr que ça me fait mal au cœur de quitter mon mandat. Ça fait quand même 2 ans que je suis avec l'association étudiante. Ça fait 4 ans que je suis à la Cité. Mais je suis contente de le donner à Caleb, le nouveau poste. Je suis sûre qu'il va faire une très bonne job. Au final, la nouvelle administration de l'association étudiante aura 1 an au total pour finaliser ses politiques avant de solliciter possiblement un autre mandat l'année prochaine. Ici, Chantal Côté pour le Collège de la Cité, à Ottawa. Des spécialistes de la santé ont présenté des liens entre certaines maladies physiques et mentales aujourd'hui à l'hôpital Montfort à Ottawa. Body and Mind est la première conférence scientifique de l'Institut du savoir Montfort qui démontre ce genre de relation. On en a appris entre autres sur la prévention et l'impact du diabète sur la santé mentale. Le reportage de Charles Fontaine. Une 50aine de participants sont venus écouter les conférenciers pour en apprendre sur les corrélations entre certaines maladies. 20 à 30 des personnes qui ont le diabète ont développé une dépression quand seulement 5 de la population générale sont victimes de cette maladie. L'activité physique peut être une solution. Vu que l'activité physique a l'air d'être impliquée, on pourrait faire des interventions avec de l'activité physique qui permettrait d'éviter que les personnes avec un diabète développent une dépression. Mais on sait que ça fonctionne bien, des interventions chez des personnes avec dépression sans parler de diabète. On sait que ça fonctionne bien, l'activité physique. Si tu es une personne diabétique avec des symptômes de dépression, tu vas bien moins gérer ton diabète, moins bien prendre tes médicaments, tu auras plus de complications. Donc c'est vraiment important d'éviter que ces personnes diabétiques développent une dépression. Même avec les conseils des médecins, ça revient aux patients de faire leur part. Pour éviter que les maladies arrivent, il faut aussi que les personnes comprennent qu'il n'y a pas que le médecin qui les prend en charge, il faut qu'ils se prennent en charge eux-mêmes et que ça passe aussi par des bonnes habitudes de vie. Et je pense que pour l'instant, on a encore beaucoup de travail à faire dans la prévention et c'est ça qui permettra d'éviter des maladies. Une personne sur 4 qui a un diabète de type 2 développe un problème de santé mentale qui a des effets négatifs sur la prise en charge de leur diabète. Avec les modes de prévention présentés par les conférenciers comme Dr Auguerre, les patients ont maintenant des réponses à leurs questions. Charles Fontaine, La Cité, Ottawa. Au retour, les nouvelles nationales et internationales avec Alice Blondeau. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'affaire SNC-Lavalin reste toujours floue. Ce que nous savons par contre, c'est que le gouvernement canadien a été perturbé par cette controverse. Aujourd'hui, l'opposition officielle et le premier ministre se sont prononcés sur la question. On retrouve James McKenzie pour parler de cette affaire. Bonsoir, James. Bonsoir, Alice. Andrew Scheer n'avait pas de bons mots pour Justin Trudeau. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions? Oui, en effet. Donc, Justin Trudeau s'est prononcé ce matin. Donc, il a essayé de se défendre tant bien que mal dans les dossiers de Jody Wilson-Raybould et ainsi que dans le dossier SNC-Lavalin. Suite à cela, donc, Andrew Scheer a pris la parole aux alentours donc, de 12h30. Il a demandé à ce que le Premier ministre démissionne. Il a aussi voulu faire passer une motion pour que Justin Trudeau témoigne et clarifie cette situation on ne peut plus floue. Il y a également 5 procureurs qui ont soutenu les propos d'Andrew Scheer. Rappelons aussi donc, que cette affaire floue a permis à Andrew Scheer de se faire un petit coup de promotion avec ces élections qui arrivent à grands pas. Il a dit que son gouvernement, s'il est élu, il restera transparent car la population a le droit de savoir. Rappelons également donc, qu'il a dit que Justin Trudeau était incapable de gérer son gouvernement correctement car 2 ministres ont quitté, rappelons, son gouvernement dans des brefs délais. Et Justin Trudeau a tenté de se justifier ce matin, mais ses explications sont restées floues. Pourriez-vous nous éclaircir sur le sujet? Oui, en effet. Donc Justin Trudeau, on s'attendait à ce qu'il s'excuse par rapport à cela, mais il ne l'a pas fait. Il estimait qu'il n'avait pas à le faire, en fait. Il s'est réfugié derrière les 9000 emplois qui étaient menacés pour se justifier. Il s'est également prononcé sur l'affaire de Jody Wilson-Raybould. Il a dit qu'il n'a pas exercé aucune pression sur elle. Et quant à Jane Philpott, qui avec Jody Wilson-Raybould, ont toutes deux démissionné, pour lui, ce n'est pas très grave car elles restent députées libérales au parti, donc elles gardent quand même les idées politiques quand même assez rapprochées de Justin Trudeau. Donc pour lui, il y a quand même une lueur d'espoir. Merci beaucoup, James, pour ces précisions. Je vous en prie. Le ministre des Finances, Vic Fedeli, déposera le budget provincial le 11 avril prochain. Le gouvernement de Doug Ford compte-t-il sortir du rouge? Y aura-t-il des compressions dans les dépenses? Les Ontariens auront finalement la réponse à ces questions.
Le ministre Fedeli a mentionné qu'il protégera les hôpitaux et les écoles dans ce premier budget et qu'il offrira un échéancier pour l'élimination du déficit. Par contre, il n'a pas précisé si l'Ontario sortirait du rouge avant les prochaines élections. En parlant de budget, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, Carlos Leitão, a prédit ce matin que le gouvernement Legault ne serait probablement incapable de maintenir l'équilibre budgétaire durant tout son mandat. M. Leitão estime que les caquistes devront effectuer des compressions ou augmenter le fardeau fiscal des contribuables s'ils ne renoncent pas à certains de leurs engagements. Une base de données secrète a été créée par les douaniers américains envers des journalistes et des militants humanitaires qui ont suivi des migrants d'Amérique centrale. Ces journalistes et ces militants ont tenté de traverser la frontière américaine en partant du Mexique. On en parle avec Jérôme Ouellette. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Alice. Alors, Jérôme, pouvez-vous nous expliquer en détail ce dossier? Alors, Alice, la chaîne NBC, la chaîne de télé américaine NBC a dévoilé aujourd'hui que des autorités américaines ont créé une base de données secrète sur des journalistes et des militants humanitaires qui suivaient des groupes de migrants mexicains qui tentaient de traverser la frontière américaine entre les États-Unis et le Mexique. Et les autorités ont divulgué leurs passeports afin de les signaler. Ces documents recensent que ces personnes qui devaient être contrôlées entre les États-Unis et le Mexique, plus précisément entre la frontière, plus précisément entre Tijuana et San Diego. Ces personnes se seraient fait dire qu'ils se faisaient enquêter, qu'ils étaient interrogés pour une enquête concernant la sécurité nationale. Rappelons que le 25 novembre dernier, un groupe de migrants mexicains ont tenté de défoncer les barrières de la frontière américaine afin de manifester leur mécontentement envers le président Trump qui tente de lutter depuis le début pour son mur entre les États-Unis et le Mexique. Et qui sont ces organisations militantes et les individus fichés par la police frontalière américaine? Alors, ces associations sont des groupes de défense de migrants, dont les Border Angels, qui veut dire les anges de la frontière, et l'autre groupe est Pueblo Sin Fronteras, qui veut dire peuple sans frontières. Au total, on compte plus de 59 personnes qui sont visées, dont 10 journalistes, un avocat, et 47 personnes seraient originaires des États-Unis et du Mexique ou de d'autres pays d'Amérique centrale. Rappelons que 21 personnes ont été interrogées ou arrêtées. Merci beaucoup, Jérôme. Je vous en prie, au revoir. La Corée du Nord a critiqué ce matin les manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis. Elle affirme que ces manœuvres en cours, même réduites, sont un obstacle aux efforts de paix dans la péninsule coréenne. Ces exercices ont été remplacés par des manœuvres plus limitées pour favoriser les rapprochements entre les deux Corées. Ce changement n'a pas eu le résultat espéré alors que l'agence officielle du Nord, KCNA, qualifie ces activités de violation injustifiée de la déclaration commune entre les États-Unis et le RPDC, dénomination officielle du Nord. Le cardinal Barbarin, plus haut dignitaire de l'Église de France et symbole de la crise face à la pédophilie, a remis sa démission au pape aujourd'hui. Il a été condamné à 6 mois de prison avec un sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels commis sur des scouts avant 1991 par le père Bernard Prenac, dont il a été prévenu par une victime en 2014. L'Église de France est encore sous le choc. Après la pause, les sports avec Catherine Carrière. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à InfoCité Sport. Une nouvelle place de rendement pour l'Outaouais après la 5e journée des compétitions aux Jeux du Québec d'hiver. L'Outaouais est maintenant en 2e position avec 13 médailles d'or, 12 d'argent et 17 de bronze, ce qui rapporte 42 médailles pour la région. La Rive-Sud est présentement au sommet du tableau des médailles avec un total de 51. Chaque région retournera à la maison avec au moins une médaille. L'Outaouais aura jusqu'à samedi pour tenter de regagner sa première place sur le podium. Chez les sénateurs d'Ottawa, des premiers noms ont été évoqués quant à l'embauche du prochain entraîneur-chef de l'équipe. Quelques Québécois, dont un Gatinois, font partie des conversations. On en parle avec Zachary Mercier. Bonsoir, Zachary. Bonsoir, Catherine. Alors, qui sont les candidats en lice?
Bien, premièrement, Pierre Dorion s'intéresse beaucoup à l'assistant-entraîneur actuel du Canadien, Dominique Ducharme, qui lui, après avoir raflé tout au niveau junior avec une Coupe Memorial et une médaille d'or avec Équipe Canada Junior au Championnat du monde de 2018, il a fait le saut directement des juniors à la Ligue nationale, lui qui va compléter sa première saison avec le Canadien. Marc Bergevin, le directeur général du Canadien, a été questionné à ce sujet, mais n'a pas voulu répondre s'il accorderait le droit au sénateur de discuter avec son entraîneur adjoint, oui, qui est actuellement sous contrat pour encore 2 saisons. Donc, vraiment, les Canadiens qui n'ont pas voulu divulguer quelconque information là, par rapport à son entraîneur adjoint. Du côté du Lightning de Tampa Bay, Julien Brisebois a affirmé qu'il donnerait le feu vert au sénateur pour discuter avec Benoît Groulx, son entraîneur-chef, au niveau du club-école. Lui qui en est à sa 3e saison avec le Crunch de Syracuse. Et il est natif de Gatineau, donc ça pourrait apporter un aspect plus local et raviver la flamme du côté gatinois pour les sénateurs. Il ne faut pas oublier non plus l'entraîneur au club-école des sénateurs, les Senators de Belleville, lui qui part probablement avec une longueur d'avance. Troy Mann, là, qui vraiment connaît beaucoup de succès présentement avec le jeune noyau des sénateurs. Il les connaît à la perfection. Il les a vus grandir soit au niveau junior ou au niveau de la Ligue américaine qui les entraîne présentement. Donc, probablement qu'il est le premier en tête de liste. Il ne faut pas oublier aussi Pascal Vincent, oui, qui a fait ses classes avec le junior de Montréal au niveau junior québécois. Puis, il a fait le saut avec les Jets de Winnipeg. Et là, présentement, il est entraîneur-chef avec le Moose de Manitoba. Donc, vraiment, c'est les 4 principales attractions pour Pierre Dorion. Et quels sont les critères recherchés par les sénateurs pour cette embauche? Eh bien, principalement, il cherche un entraîneur qui va être en sa première chance au niveau professionnel, puisqu'il va demander un salaire plus bas. Et on sait que les sénateurs sont quand même limités au niveau monétaire, là, avec Eugène Melnyk et toutes les sortes de coupures présentement. Donc, ça prend vraiment un entraîneur qui est capable de bâtir une équipe, puisqu'ils ont vraiment reparti à zéro avec... ils se sont départis de leur... meilleurs joueurs là, dernièrement avec la date limite des transactions. Donc vraiment, là, ça prend un entraîneur qui est capable de composer avec les jeunes joueurs, la nouvelle génération de joueurs qui arrivent présentement dans la Ligue nationale. Donc il y a plusieurs candidats en liste, mais ça va être à Pierre Dorion de prendre la décision finale. Merci beaucoup, Zachary. Je vous en prie. Les directeurs généraux de la Ligue nationale ont complété leur rencontre annuelle en Floride hier. Ils ont apporté quelques changements mineurs sur la réglementation. 3 principales modifications susciteront beaucoup de réactions. Des cadrans seront installés dans les coins des patinoires pour permettre aux joueurs de consulter plus facilement le temps qui reste à écouler. C'est l'entraîneur qui pourra décider après une pénalité où la mise en jeu aura lieu, soit à gauche ou à droite du gardien de but. Le 3e changement obligera tout joueur qui perd son casque durant une période de jeu à retourner directement au banc. Les directeurs généraux n'avaient qu'une chose en tête, renforcer la sécurité des joueurs. Les Canadiens de Montréal tenteront de mettre fin à leur série de défaites à l'Arena des Sharks ce soir à San Jose. La dernière victoire des Montréalais au SAP Center à San Jose remonte au 23 novembre 1999. En pleine course aux séries, l'entraîneur-chef des Canadiens, Claude Julien, espère que cette partie sera celle qui changera la donne. Il n'a pas voulu révéler l'identité du gardien qui sera devant le filet ce soir. On ignore donc si Carey Price aura l'occasion de briser la malchance des Montréalais. Les Huskies de Rouyn-Noranda égalisent le record du hockey junior canadien avec un 25e gain d'affilée. Avec leur victoire de 8-3 contre les Cataractes de Shawinigan, Rouyn-Noranda partage maintenant la marque avec les Éperviers de Sorel et les Rangers de Kitchener. Les Huskies auront l'occasion d'établir un nouveau record vendredi à Drummondville. LeBron James a devancé Michael Jordan au 4e rang des marqueurs dans l'histoire de la NBA. L'étoile des Lakers de Los Angeles a inscrit son 32 293e point lors du 2e quart du match de mercredi face aux Nuggets de Denver. Il s'agit d'un exploit particulièrement spécial pour James, lui qui a grandi en ayant Jordan comme idole. Seuls Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone et Kobe Bryant ont marqué plus de points que James. Restez des nôtres, au retour de la pause, Corinne Villot vous présente la météo et le mot de la fin. À la météo pour ce soir et cette nuit, ce sera un ciel plutôt dégagé avec quelques passages nuageux pour un minimum de moins 22 degrés Celsius. Pour ce qui est de demain, ce sera une journée très ensoleillée avec un maximum de moins 3. Et le soleil restera avec nous pour toute la journée de samedi avec un maximum de moins 1. Mais dimanche, on verra des nuages de pluie et de neige pointer leur nez. En terminant, la Société québécoise du cannabis est à la recherche d'employés à Gatineau. Une vingtaine de postes seront à combler d'ici l'ouverture du magasin qui est prévue au début de l'été. La succursale devrait être située sur le boulevard de la Gap, tout près du magasin Walmart.
Les personnes sélectionnées devront suivre une formation en classe et en ligne, en plus de subir une enquête de sécurité. Elles devront aussi être âgées obligatoirement de plus de 18 ans. Le salaire minimum d'un emploi à la nouvelle succursale de Gatineau sera de 14 $ de l'heure, ce qui représente actuellement 2 $ de plus que le salaire minimum au Québec. Voilà ce qui complète votre bulletin de nouvelles des finissants journalistes de la Cité collégiale d'Ottawa. Merci beaucoup et bonsoir.